le WAMcast, toute l'actu SEO par WAM Référencement. Bonjour à tous et bienvenue dans le WAMcast. Alors un WAMcast dans des conditions forcément un petit peu particulières, vous l'imaginez bien avec le confinement. Mais même à distance, ça ne va pas nous empêcher de passer un moment ensemble. Et aujourd'hui, c'est pour un gros sujet, puisque nous allons parler du possible déclin des liens pour le calcul du positionnement d'une page au profit des mentions de marque. Je me trompe pas, David ? Et c'est tout à fait ça. Et bonjour à tous. Pour commencer, ouais, Kevin, c'est notre sujet. Pas si simple à aborder de front quand on sait que Google est devenu une black box, puisque ces classements sont désormais effectués par le machine learning, comme tu le sais. Fini le top 50 des ranking factors, c'est l'IA de Google qui fait ces classements, comme il l'entend d'ailleurs. On va donc s'aventurer sur le terrain des hypothèses, du conditionnel aussi, mais comme nous avons un peu d'expérience, nous allons tenter de la mettre à profit pour donner des perspectives à nos auditeurs sur ce sujet brûlant qui passionne afin de comprendre dans quelle direction évolue le SEO. Et bien sûr, on encourage nos auditeurs à réagir sur les réseaux sociaux. On en reparlera à la fin de l'émission. Vous l'avez entendu, donc David Escholzer, le directeur et fondateur de WAM, est avec nous. Mais on ne sera pas seul. Pour nous accompagner dans cette aventure, Florian Carmen, chef de projet SEO chez WAM depuis 8 ans. Et Florian, alors toi, tu es à distance justement dans ton bureau new-yorkais de Mulhouse. Oui, c'est tout à fait ça. Salut Kevin. Ravi d'être là pour ma première participation. Oui, c'est ta toute première. Il y a peut-être un petit décalage, comme je suis à distance. Donc j'espère que ça va bien se passer, mais ça devrait bien se passer. Ça va le faire, ne t'inquiète pas. Et également avec nous, Elder Fonseca, consultant RP chez WAM, qui œuvre à l'autorité des marques de nos clients justement depuis 7 ans. Salut Elder. Hello Kevin, bonjour à tous. Florian, puisque tu es loin, je vais démarrer par toi justement pour amorcer ce sujet clé. Tu t'es appuyé sur un article de Rand Fishkin, l'un des acteurs importants du SEO outre-Atlantique. Sa voix compte en général, je pense qu'on peut le dire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce fameux article ? Oui, tout à fait Kevin. Alors tu as raison, sa voix compte. Ça fait quelques années qu'on le suit avec WAM Référencement. Donc pour résumer, Rand Fishkin a publié un article le 14 janvier. Il est intitulé Inferred links will replace the link graph. Tu remarqueras mon niveau d'anglais. Très bel accent anglais. On pourrait traduire par les liens inférés ou liens induits remplaceront le graphe de liens qu'on a connu jusque-là. Est-ce que tu peux être un tout petit peu plus précis pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit alors ? Je m'en doutais. Alors, pour préciser, le link graph dont parle Fishkin, c'est le graphe qui régit en quelque sorte la hiérarchie entre les sites au niveau de leur popularité. Pour schématiser, plus ton site est maillé par des liens hypertextes depuis des sites complémentaires et eux-mêmes populaires, plus Google va le visiter souvent. Ce link graph a largement contribué au succès des stratégies SEO depuis que Google existe et a donc largement suscité la passion des SEO à travers le monde et en France en particulier. Tout ça autour de l'importance du saint graal du SEO, le lien hypertexte. Au point qu'il y a carrément un marché de la vente de liens qui s'est créé. Je vois. Alors justement, quel est le propos concrètement de Rand Fishkin dans son article ? Le propos de Fishkin est le suivant. Depuis 25 ans, les liens sont au cœur de la façon dont Google classe les pages web. Mais aujourd'hui, Fishkin pense que la plupart des spécialistes du marketing surestiment considérablement leur importance. Pour lui, les liens ne seront pas cruciaux pour le classement de Google et seront remplacés par des références lexicales qui relient des sujets et des mots-clés à une marque, ou un site web, ou à une page. Ce qu'il appelle donc des liens inférés. On va les appeler, nous, les liens induits ou implicites entre nous, parce que la langue française est assez inondée par les anglicismes. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret ? Fishkin nous en donne un. Dans son article, il nous donne l'exemple d'un produit, c'est un cardigan de la marque Pendleton, pour lequel il a analysé les liens. En l'occurrence, le constat qu'il fait, c'est que les meilleurs liens vers le produit ne sont pas suivis par Google. La petite particularité technique, c'est qu'il y a un attribut nofollow. Ils ne sont pas suivis par Google car ils sont postés sur des communautés, sur des médias sociaux comme Reddit ou Pinterest qui empêchent le moteur de recherche de suivre ces liens. Mais par contre, c'est là qu'il a trouvé les meilleures mentions. Du type, dans sa gamme de prix, je ne pense pas qu'il y ait un meilleur cardigan que vous puissiez acheter que le fameux Westerley de Pendleton. Et puis, les liens suivis par Google sont générés par motivation mercantile.
dans des publications, des blogs, des magazines, via des campagnes de RP, avec des mentions plus mécaniques appelant un lien direct vers le site de la marque. Exemple, découvrez la sélection de cardigans pour hommes de Pendleton. C'est écrit. Fishkin soutient que la mention contextualisée agit comme une sorte d'approbation impartiale et a, à son sens, une meilleure image que le lien. Selon lui, cette mention est d'ailleurs supérieure au lien dans le calcul qui fait le positionnement d'un site, d'une page ou d'une marque. Et toujours d'après lui, aujourd'hui, Google aurait la capacité d'interpréter les deux types, lien déduit vs lien direct. Ouais, en effet, c'est un raisonnement un peu en rupture avec ce qu'on a entendu jusque-là. Avant que tout le monde réagisse, est-ce que Fishkin avance concrètement des chiffres dans son article ? Fishkin avoue qu'il est impossible de donner un ratio précis. Tout simplement parce que les critères qui font le classement dans Google sont en évolution constante et s'adaptent au contexte de recherche via le machine learning. Il évoque toutefois des ratios macro. Je vais te les donner. D'après lui, il y a 10 ans, le ratio ranking factors du lien versus la mention de la marque était plutôt x10 ou x50. Aujourd'hui, il partirait plutôt sur un x2. D'accord. En tout cas, comme il n'est pas devin et de toute façon nous non plus, ce qui nous invite à faire, c'est de mieux comprendre pourquoi, dans un système sophistiqué d'apprentissage automatique, les liens implicites dépasseront certainement leur homologue du lien direct. Eh bien, écoute, très bien, puisqu'il nous invite à le faire, on va le faire. Alors, justement, est-ce que Fishkin avance des avantages en particulier pour les mentions versus les liens comme facteur de classement ? Oui, voilà ce qu'il dit en substance. Les liens déduits ou implicites ont, d'une part, plus d'échelle. Simplement parce qu'il y a des millions de fois plus de textes que de liens sur le web, donc on imagine que c'est probablement plus fructueux comme système d'évaluation de ce point de vue. Deuxièmement, il évoque le contexte. Le texte peut être analysé sous tous les angles ou sous toutes les tonalités. Les seules limites réelles sont la puissance de calcul. Or, on sait que Google est passé au machine learning. On peut donc imaginer que dans quelques temps, il sera en capacité d'analyser toute cette masse d'informations contextuelles. On le voit d'ailleurs avec BERT, qui analyse le contexte pour l'emploi d'une expression dans un texte. Ils sont vraiment déjà très bons sur ce chemin. Troisième point évoqué par Fishkin, c'est l'attribution. Qui a écrit un contenu ? Où a-t-il été publié ? Quels signaux d'autorité et d'expertise l'auteur et l'éditeur portent-ils ? Étant donné que de nombreux liens sont ajoutés après la publication, en particulier dans les mondes du journalisme, des blogs, l'attribution entre écrivain, éditeur d'un côté, avec la marque, son contexte, ses pages de l'autre, est extrêmement précieuse. Et puis, pour finir, et je crois que c'est un des points les plus importants, c'est l'authenticité. Des liens existent parfois simplement par les bonnes intentions de certains auteurs, mais bien plus souvent, il y a une motivation financière ou des connaissances SEO derrière la création ou la modification d'un lien. Évidemment, c'est possible aussi avec du texte, mais à l'échelle, probablement moins qu'avec le lien. On entend par là que c'est moins manipulable. D'accord. Elder, je vais me tourner vers toi. Je rappelle que tu es consultant RP chez WAM, donc travailler les mentions des marques, c'est ton quotidien. Comment est-ce que tout ça te fait réagir ? Alors moi, je vais vous surprendre, je vais faire le lien avec des cours de fac en première année, des cours de linguistique, où on a étudié un auteur qui s'appelait Ferdinand de Saussure, qui est un linguiste suisse du 19e siècle. Et en fait, c'est un linguiste qui s'est attaché à décortiquer ce qui compose les mots. Il a donc identifié les deux éléments qui composent le mot, le signifiant et le signifié. Pour le moment, pas trop de rapport, mais je vais y venir. En fait, le signifiant, c'est le mot exprimé à l'écrit ou à l'oral dans une langue. Et le signifié, c'est ce que désigne le mot exprimé. Par exemple, si je vous dis ou je vous écris le mot chien, vous pensez spontanément à un chien. Oui. Le mot chien est le signifiant, et ce que vous pensez, l'image que vous représentez dans votre tête, c'est l'animal, c'est le signifié. On a quelques nuances, quelques variations, mais c'est quand même le même animal. En fait, le signifiant et le signifié sont intimement liés et inséparables. C'est comme le recto et le verso d'une feuille de papier. On ne peut pas les séparer. De la même manière, et selon ce que dit et décrit Rand Fishkin, à mon sens, Google semble vouloir sublimer ce paradigme de signifiant et de signifié. Auparavant, pour les algorithmes, les mots étaient dépourvus de sens, c'est-à-dire qu'on avait un signifiant sans le signifié. On avait le mot écrit sur le web sans pour autant le lien. Donc en fait, le signifié qui était le lien n'était pas présent, était totalement absent. Il fallait, pour qu'il y ait un signifié, ajouter un lien pour que ça compte qu'il y a un signal au niveau de l'algorithme. Donc c'est de cette manière que l'algorithme pouvait comprendre et interpréter les mentions de marque vers un site web.
Et selon ce que dit Fishkin, aujourd'hui, on n'aurait plus la nécessité, comme auparavant, de faire ce lien-là, puisque l'algorithme tout seul, par le machine learning, en fait, il fait le lien entre le signifiant, le mot, et le signifié, le site web. C'est plus du tout l'image qu'on se représente, mais c'est le site web. Et j'imagine que c'est une aubaine pour les RP du coup. Bien sûr, parce que ça voudrait dire que dès lors que tu es mentionné dans la presse, Google te confère la puissance du média qui te mentionne et il lie ta mention à ton site web. C'est ce qui se passe peut-être déjà dans l'esprit de certains internautes. Ça semble difficile d'imaginer Amazon sans son site marchand. Oui. Les RP, on a 3 missions. C'est faire connaître, faire aimer et faire agir. Faire croître le nombre de mentions dans la presse, c'est le premier des éléments pour travailler ces 3 objectifs. La presse vous cite si vous avez quelque chose à dire de pertinent et surtout quelque chose de pertinent à proposer. Ça se base sur une expertise fiable, sur quelque chose, comme je le disais, de pertinent. Mais il faut encore être plus pertinent et plus fiable que ses concurrents. Parce que, évidemment, nous, on prend la parole, mais il y a tous les autres concurrents qui prennent la parole dans le même temps et il y a un peu de compétition de ce point de vue-là. Et donc, c'est en proposant une pertinence et une fiabilité dans le contenu qu'on émerge et qu'on prend la place dans la presse et qu'on obtient une bonne couverture. Ouais. C'est toujours par le contenu. Il faut bien avoir conscience que le travail du journaliste, il est d'informer. Dans la très grande majorité des cas, le journaliste va relayer le propos et citer ta marque, et il s'en tient là, il a joué son rôle et il a informé. Et le lien du coup alors Pour de nombreux journalistes, faire le lien, c'est faire de la pub. Il n'y a aucune obligation à faire un lien. Un journaliste, dans l'exercice de son métier, ne fait pas de pub. Il informe, il n'ajoute jamais donc de lien, sauf si le communicant qui accompagne la marque se débrouille très bien. Et comment tu procèdes alors dans ce cas ? En fait, il faut se mettre à la place du journaliste et observer ce qu'il publie. Il faut observer le contexte d'intégration d'un lien dans leurs articles. Et donc, soit ils font un lien pour promouvoir un service innovant qui prend tout son sens dans un contexte donné. Par exemple, en ce moment, on parle beaucoup de Covid List. Et vous verrez que tous les sites qui parlent de Covid List font un lien vers le site Covid List. Soit ils font un lien vers une page particulière d'un site ou d'une marque qui est la source de l'information qu'ils mentionnent. Et dans ce cas, le lecteur peut avoir davantage d'informations en cliquant sur le lien de l'article qu'il lit. C'est le journaliste, en quelque sorte, invite le lecteur à aller davantage dans sa lecture et dans sa réflexion. Et dans ces 2 cas, c'est la valeur informative du lien qui compte. Et en aucun cas, la valeur SEO, le link juice, l'autorité ou toute autre notion SEO à laquelle on peut penser. C'est vraiment juste ça qui anime la création du lien, c'est la valeur informative. Donc si tu proposes aux journalistes tes infos déjà publiées sur ton site, ils sourcent en mentionnant ta marque et en intégrant un lien. En théorie, oui. Tu as toujours des liens qui naissent spontanément suite au premier envoi en appliquant cette méthode. Mais tu as toujours des articles qui subsistent sans lien. Si tu es bon dans tes envois, dans tes relances, c'est ce que j'essaie de faire, si tu parviens à en récupérer d'autres, tu parviens à récupérer d'autres liens. Mais sinon, tu t'en tiens aux mentions qui, on espère, auront un impact direct auprès des lecteurs. Et si en plus de ça, Google fait la passerelle désormais tout seul entre mention et le site web, donc qui crée implicitement le lien, c'est le top. Et ça peut permettre en plus de faire le ménage dans de nombreuses pratiques de linking et suivez mon regard. Pour résumer le propos de Fishkin, en gros, on doit comprendre que la mention est potentiellement moins manipulable que les liens depuis 25 ans, David. Oui, clairement. L'invention de Google à son lancement reposait sur l'idée que les liens fonctionnaient comme des votes pour une page, un site. Si une page obtient plus de votes que ses concurrents, elle devrait les surpasser. Donc logique. C'est du moins comme cela que ça s'est passé au départ. Mais les SEO ont vite trouvé des moyens de développer des votes fictifs. Ça rappelle d'autres histoires, tiens. Donc l'analyse des liens est devenue plus sophistiquée chez Google. Texte d'ancrage, confiance du site, liant, texte environnant, analyse du sujet, modélisation prédictive du surfeur. Sont entrés justement dans le jeu pour donner un peu plus de sens à tout ça. En somme, ces nouvelles techniques ont aidé Google à garder une longueur d'avance sur le spam et la manipulation des graphes de liens. Mais il s'agissait d'un jeu finalement répétitif du chat et de la souris pour les équipes de qualité de recherche de Google et de lutte contre le spam. Un peu peine perdue, quoi. C'est un jeu perdu d'avance même pour Google ? Ouais, c'est clairement ça. Moi, j'ai souvenir de Elder, et là, il avait traduit ça avec nous. En fait, lors du dernier SMX Paris en octobre 2019, on avait eu un petit huis clos avec John Muller, Webmaster Trend Analyst.
chez Google, et on lui a posé la question suivante. Le lien a beaucoup d'importance encore dans le classement de Google, au point que de nombreux réseaux de sites, les fameux PBN, se sont créés. C'est même un véritable marché, et en particulier en France. Comment Google appréhende ce phénomène ? Et John de nous répondre, il est difficile pour nous de repérer ces réseaux, mais quand nous trouvons on en trouve un, eh bien, ou que quelqu'un le dénonce, alors on les supprime. On sent un peu l'aveu de faiblesse. C'est exactement ça. En fait, Google n'a pas les moyens techniques ou ne souhaite pas en mettre pour ce genre de choses qui, à l'échelle du web, est probablement anecdotique. En tout cas, son énergie doit plutôt aller vers la lutte contre la désinformation aujourd'hui. C'est ça le vrai problème. L'ampleur de la tâche est colossale. Bref, la stratégie de Google est plutôt de faire 2 pas de côté, de contourner le problème. Et John Mueller n'a d'ailleurs de cesse de dire à la communauté SEO, vous accordez trop d'importance aux liens, ne vous souciez pas tant des liens, concentrez-vous d'abord sur la qualité de vos contenus, vous devriez plutôt investir votre énergie à la création d'une marque, voilà, etc., etc. Il y a quand même un message en filigrane, le lien perd de sa valeur. En tout cas, moi je soutiens ce point de vue de mon côté. Je ne sais pas si c'est le lien perd sa valeur ou si c'est plutôt les usages que les SEO font du lien qui fait que ça perd sa valeur. Mais en tout cas, au moment de la publication de l'article de Rand Fishkin, il y avait eu justement une série de tweets de John Mueller où il mettait en avant le rôle et l'apport des relations presse pour le SEO. C'est juste. Donc, je cite, j'adore certaines des choses que je vois dans les relations publiques numériques. C'est dommage que ça soit souvent englouti par le type de création de liens pour le spam. C'est tout aussi essentiel que le référencement technologique, probablement plus dans de nombreux cas. Quand on observe la manière de communiquer de Google, on peut s'empêcher de se demander pourquoi en fait il dit ça à ce moment-là, dans ce contexte de cet article de Rand Fishkin. On sait que généralement les articles de Rand Fishkin sont beaucoup suivis. Et John Mueller qui prend la parole là-dessus, ça donne un certain écho. Donc pourquoi maintenant ? Pourquoi dire ça ? Et qu'est-ce que ça veut dire au fond des choses ? Parce on sait que Google communique beaucoup de cette manière-là, en avançant des choses sur Twitter à travers John Mueller, et derrière, ça peut se traduire dans les faits. Donc de mon point de vue, ça montre une chose, c'est que le SEO reste une discipline, mais qui sert derrière quelque chose de beaucoup plus grand, qui est la visibilité naturelle. Dans les missions attachées aux spécialistes du SEO, on a bien sûr les qualités intrinsèques, le on-page et le off-page. Et quand je lis ces tweets de John Mueller et l'article de Rand Fishkin, je me dis, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que le off-page change demain ? Est-ce que le SEO est amené à abandonner le off-page pour des professionnels qui sont plus des communicants ? Ou est-ce que tout simplement, il faut changer la manière de travailler ? Voilà, c'est des questions que je me pose, moi, en tout cas, en tant que consultant RP. D'accord. David, je reviens vers toi. Je vais revenir sur une discussion qu'on a eue en début d'année sur notre webcast sur les tendances SEO 2021, l'épisode 17, si vous voulez le réécouter. Tu en parlais avec Mathieu Doubet, qui est le manager du pôle SEO chez WAM. En gros, vous disiez que le gros changement chez Google, c'était l'arrivée du machine learning dans le calcul des positions d'une page pour une intention de recherche dans un contexte donné. On sent qu'il y a un virage technologique qui alimente cette hypothèse de Rand Fishkin. Ouais, je le crois aussi, Kevin. En fait, Google a précisé notamment lors du Search On en octobre 2020 que ces classements sont désormais construits par ces algorithmes d'apprentissage profond. Dans ce modèle, les ingénieurs indiquent au système vers quel objectif ils doivent aller par les indicateurs de satisfaction de l'utilisateur. C'est ce que l'on appelle l'apprentissage supervisé. Ainsi, les machines décident les critères de classement utilisés et comment, quand les pondérer. Ce que dit Rand Fishkin dans son article, c'est que si les calculs de la machine déterminent qu'un modèle avec des liens fortement pondérés est moins performant qu'un modèle avec des liens inférés ou induits, plus pondérés, le système d'apprentissage modifiera automatiquement les poids de classement. D'autant que, toujours selon Fishkin, dans les systèmes les plus avancés construits par Google, la machine déterminerait non seulement la pondération, mais aussi les entrées elles-mêmes, découvrant potentiellement de nouvelles façons de classer une page par elle-même. Ouais, c'est vertigineux comme changement. Est-ce que vous pensez, même messieurs, que cela est déjà live en 2021 ? Florian, par exemple.
En tout cas, ce que dit Fishkin, c'est qu'en 2021, les liens sont probablement encore de meilleurs critères de classement que les mentions de la marque, et que le système de sélection par apprentissage automatique les favorise toujours. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas d'études qui permettent d'identifier de manière précise si c'est déjà live ou encore moins de savoir dans quelle proportion. Et quoi qu'il en soit, David le disait, hein, tout est question de pondération. C'est du cas par cas, donc c'est difficile à mesurer. Pour moi, ça signifie surtout que la manière de mesurer ces indicateurs doit évoluer. Je schématise un petit peu, hein, mais il y a encore quelques années, dans le SEO, quand on s'intéressait à ces indicateurs, on comptait le nombre de liens, le nombre de sites différents qui faisaient des liens. C'est toute cette mécanique-là, en fait, qui doit évoluer. David ? Oui, je rejoins Florian. En fait, la mécanique évolue, c'est certain. Le machine learning a fait son entrée dans le jeu des classements, comme chez Bing d'ailleurs. Et il y a fort à parier que la valeur des critères propres aux liens ait baissé ces dernières années, tout au moins a évolué au profit de nouvelles approches, prenant en compte davantage le contexte, comme on l'a expliqué, qui se dégage dans le texte qui mentionne une marque. Est-ce que tu peux nous donner quelques arguments pour nous convaincre ? Oui, bien sûr. Et on va essayer de, sans s'endormir non plus, et de se donner quelques points concrets. Alors en fait, en tout cas, j'espère que ce sont des arguments solides. Google a fortement progressé, Florian l'a déjà dit, sur l'analyse du contexte qui se dégage d'un contenu, notamment sur la désambiguïsation des termes via ses progrès avec l'algorithme BERT et ses déclinaisons dont nous avons déjà parlé ici. C'est donc tout à fait faisable en pratique de distinguer le nom d'une marque et surtout d'en apprécier finalement la tonalité qui s'en dégage, positive, négative, voire d'imaginer repérer des commentaires plus précis dans ce texte. Donc ça, c'était pour le premier point. Le deuxième, c'est qu'on sait que Google, comme Bing, utilise les graphes de connaissances ou knowledge graph pour cartographier les choses qui font notre monde, qui nous entourent, par type d'entité nommée ou des sujets, c'est-à-dire des noms de lieux, des événements, etc. D'ailleurs, les recherches d'entités nommées sont très courantes, parmi les plus populaires sur le web. Ils comprennent des recherches de personnes, de lieux, d'événements, des noms d'entreprises et d'autres organisations, de différents types de produits, tels que les livres, des films. En fait, une entité nommée est une chose à laquelle est associé un nom propre. Par exemple, et c'est Bill Slawski, le spécialiste des brevets de Google, qui nous le rappelle dans un très bon article intitulé « Comment Google utilise la désambiguïsation des entités nommées pour les entités portant les mêmes noms ». Ça a été publié en septembre 2015, donc ça date un peu. Et Bilou vous êtes intime. Absolument, nous précise que selon une étude interne à Microsoft, donc 2015, au moins 20 à 30% des requêtes soumises à la recherche Bing sont simplement des entités nommées. Il est rapporté que 71% des requêtes contiennent des entités de nom. D'accord. Donc les moteurs avancent sur ce sujet. Par exemple, dans un autre article, cette fois paru fin mars 2021 et écrit par Dixon Jones sur Search Engine Journal, l'API de traitement du langage naturel de Google donne des indices suggérant que de nombreux types d'entités sont utilisés chez Google, jusqu'à des choses très précises pour le coup, comme des œuvres d'art ou les biens de consommation, par exemple. D'accord. Et pour tisser son knowledge graph, Google a utilisé Wikipédia, c'est ça ? Oui, tout à fait. Maintenant, ils ont le leur d'ailleurs, mais ils se sont lancés en fait avec Wikipédia. Mais il existe aussi d'autres bases de données de connaissances, comme DBpedia, Wikidata ou encore inlinks.net. J'entends ce que tu dis quant à l'utilisation de ces bases de connaissances, mais est-ce qu'il n'y a pas des cas particuliers où même Google ne peut pas différencier une marque d'un nom commun ? C'est une bonne question, Kevin, parce que je m'occupe justement de la visibilité organique d'un site e-commerce qui est spécialiste de la lingerie et dont une des marques s'appelle Sans Complexe. Ouais, et justement, l'encyclopédie, pour cet exemple de Florian, dispose de fonctionnalités qui aident justement à désambiguïser les entités nommées. Si on prend l'idée de Sans Complexe. Alors comment il fait Wikipédia, c'est que chacun des articles présente un contexte associé à une signification particulière ou un sens particulier du nom. Ensuite, ces articles contiennent également des liens entre les instances des noms d'entités et l'article lié au nom. Ces articles incluent également des articles redirigés
qui associe une alternative ou un alias d'un nom à un article d'entité nommée particulier. En gros, ils incluent des articles qui désambiguisent les différents sens d'un nom ambigu, comme l'ajout d'un mot, par exemple, à une personne, on va dire Danny Sullivan, par exemple, pour différencier celui qui travaille chez Google et qui est responsable de Search Liaison chez Google et qui avait créé Search Engine Land, et en fait, ce qui permet de le différencier, en rajoutant par exemple spécialiste du search, ça le permet de le différencier du pilote de voiture de course éponyme. D'accord. Voilà, tout simplement. Donc en bref, les informations de relation sur un sens spécifique d'un nom pour une entité nommée dépendent de son contexte. La relation entre le nom d'une entité et l'entité nommée particulière peut être déterminée sur la base d'un modèle de notation, par exemple. D'accord, c'est compris. L'ambiguïté de certains noms, et du coup, c'est plus un rempart. Si on prend un peu de hauteur, en 2 mots, quels sont les autres avantages pour Google d'utiliser le Knowledge Graph pour organiser l'information du monde, qui, on le rappelle quand même, la mission première? En fait, on peut donner 4 avantages en prenant l'appui sur l'article de l'ami Dixon Jones, cette fois. Un, c'est l'échelle. Il y a des milliers de milliards de documents indexés chez Google, mais on devine qu'il y a nettement moins de savoir commun utilisé au quotidien par les mortels, on va dire. Cela signifie qu'il y a une duplication excessive des sujets dans le contenu disponible sur le web. Et en stockant les informations sur un sujet de manière structurée, les informations du monde prendraient beaucoup moins de place et sont donc dédupliquées. Deuxième point, la diversité des sources de données. Si tu regardes une page Wikipédia sur un sujet donné, les sources sont foisonnantes et d'ailleurs pas nécessairement online. En outre, Google peut rassembler des faits sur un sujet et les afficher à l'écran via d'autres supports d'une manière plus appropriée pour l'utilisateur ou la requête de l'utilisateur, vidéo, images, audio, etc. Troisième point, l'intégrité de l'information. Le Knowledge Graph de Google peut encore contenir des inexactitudes et des erreurs factuelles, on le sait, et peut être ouverte à la manipulation par des gens mal intentionnés. Mais l'approche a l'avantage on va dire, de fournir à Google un point de vérité unique, au moins pour des sujets non controversés, on va dire. Par contre, un nouveau fait sur un sujet peut devoir passer par un certain seuil de qualité avant d'être ajouté au Knowledge Graph. Il est peu probable que ces seuils soient discutés ouvertement par Google. Puis le dernier avantage, c'est la vitesse. En organisant les informations par sujet, il devient beaucoup plus rapide de récupérer des informations à la fois par Google et par l'utilisateur à la recherche d'une aiguille dans une botte de foin. Ça se tient. Il y a d'autres éléments, selon vous, qui pourraient alimenter la thèse de Rand Fishkin, selon laquelle les mentions sont des liens implicites. Florian ? Je pense qu'on peut aussi évoquer rapidement un autre sujet, c'est EAT. Oui, EAT, alors on l'a déjà, on en a déjà parlé dans ce webcast, on le rappelle, expertise par le contenu, autorité par les liens et mention de la marque, trustworthiness, la fiabilité des sites. Quel anglais. Oui, écoute. C'est exactement ça, mon cher Kevin. Tu deviens un expert à force d'animer le webcast. Ce que je veux dire, c'est qu'à travers l'évaluation EAT, Google cherche à sélectionner les pages et sites dignes de confiance, selon l'intention de recherche de l'internaute. Par exemple, lorsqu'un internaute fait une recherche sur Google, voici les 2 questions qui se posent. Est-ce que je peux faire confiance à ce site, à l'entité qui se cache derrière ? Et est-ce que les informations que je lis à travers ces pages sont-elles vraies ? Est-ce que je peux faire confiance à son auteur ? Ouais, tu as raison de mentionner EAT, parce que cette évaluation se fait finalement à travers 3 piliers, comme tu le disais, Kevin. L'expertise, quel est le niveau d'expertise de l'entité qui édite le site dans son domaine d'activité ? L'autorité, est-ce que sa voix est-ce qu'elle porte dans son écosystème, pour faire le lien avec ce que disait Elder ? Et la fiabilité, l'entité est-elle fiable ? Quel est le niveau de sa réputation, notamment par le biais des avis ? Et là, il n'est pas forcément ou nécessairement question de lien hypertexte. Une mention, le fait qu'un article de presse puisse mentionner un service, un produit ou quelque autre chose qui puisse être indexé, peut du coup servir cette autorité, cette fiabilité. Exactement. Et du moins, le propos de Google est bien nuancé. On parle bien d'une évaluation tout d'abord et non d'un algorithme pour EAT. Une évaluation faite par des milliers de quality writers qui utilisent une grille d'évaluation pour juger si un contenu, une page, un site répond de façon pleinement satisfaisante à la demande d'un internaute ou pas du tout satisfaisante. Il y a 5 niveaux d'évaluation même.
C'est Ben Gomez de Google qui dit que l'évaluation EAT n'agit pas directement sur le classement d'un site. Pour être plus précis, il dit « Vous pouvez voir les directives des évaluateurs comme une destination de l'algorithme de recherche. Ils ne vous disent pas comment l'algorithme classe les résultats, mais ils montrent fondamentalement ce que l'algorithme doit faire. » Oui, en réalité, cette évaluation est supervisée par les humains. C'est Gary Elias, cette fois, qui a précisé en octobre 2019 au PubCon de Las Vegas. Google dispose d'une collection de millions de petits algorithmes qui travaillent à l'unisson pour proposer finalement un score de classement. Beaucoup de ces bébés algorithmes, comme ils disent, recherchent des signaux dans les pages ou le contenu. Qui mentionnent clairement les pages ou le contenu. Pour l'heure, ne nous y trompons pas, Gary Elias prend soin quand même de préciser aussi que les algorithmes de Google recherchent des signaux en corrélation avec de bons ou de mauvais signaux EAT, tels que le PageRank, qui utilise des liens sur le web pour comprendre l'autorité. Mais on voit quand même à travers cet exemple EAT que Google dispose des moyens nécessaires, clairs, pour évaluer la qualité d'un site, d'une marque, à travers des centaines de signaux que ces algorithmes vont aller chercher. Elder, je reviens vers toi pour revenir sur notre sujet de départ. Qui dit signaux dit indicateurs, et ces indicateurs évoluent régulièrement. Justement, quels sont les KPI, comme on dit, qu'il faut suivre en RP en 2021 ? Traditionnellement, les critères, les KPI ou les critères de réussite des RP sont le nombre de relais d'une info donc qui est partagée dans la presse. Est-ce que les messages sont bien repris ? Est-ce que la tonalité est plutôt positive ? Et pour rendre compte de l'exposition, les pros des RP traduisent souvent l'espace d'un article en équivalence d'achat d'espace publicitaire. En somme, c'est combien faudrait-il dépenser d'euros en pub pour avoir la même chose, le même espace. Ouais. C'est une chose complètement fausse à mon sens et nous, on ne suit vraiment très à la marge en tout cas. Mais comme je vous le disais plus tôt, nos missions, c'est faire connaître, faire aimer, faire agir. Dans ce cas, on peut s'aider d'un outil comme Google Trends, par exemple, pour voir si l'intérêt auprès d'une marque a grandi à la suite des actions. Donc, en théorie, plus il y a de mentions, plus l'intérêt croît, et plus ça se voit dans Google Trends, généralement. Et si cet intérêt se traduit en visite sur le site à travers les outils de mesure comme Analytics, on peut également voir si l'intérêt qu'on constate sur Google Trends se traduit également en visite sur le site web ou sur le produit, ou la page du produit ou la page du service qui a été nommée dans la campagne RP et dans les différents articles qui ont été générés. On peut également voir vers quelle page, donc je disais, vers quelle page est fléché ce trafic et s'il y a corrélation avec l'action RP. Et surtout, il faut réfléchir l'action RP sous le prisme pas comme d'une dépense, comme avec l'équivalence publicitaire, mais vraiment comme un gain. Qu'est-ce qu'on a gagné à travers l'expression et les différentes mentions qui ont été publiées dans la presse, ou même sur les réseaux sociaux d'ailleurs, si des influenceurs en parlent, quel trafic ça a amené, quel comportement ça a amené, et derrière réfléchir tout ça, analyser tout ça pour voir quels enseignements en tirer. D'accord. Voilà. Messieurs, pour finir, parce que oui, c'est déjà bientôt fini, pour finir, si on se place du côté des auditeurs du Webcast, c'est-à-dire des marketeurs, des décideurs, qu'est-ce que tout ça signifie concrètement pour eux, Elder ? Les RP, ce n'est pas simplement un placement de produit. C'est souvent considéré comme ça. On contacte parfois les consultants RP pour placer tel produit dans un article idée cadeau, mais c'est pas que ça. Si on active ce levier, c'est aussi parce qu'on a une vision à porter. On n'est pas qu'une marque, on n'est pas qu'un nom de marque qui intéresse, on n'est pas qu'un signifiant, mais c'est plutôt en fait l'expertise qui va vraiment intéresser le journaliste et toutes les valeurs qui se dégagent derrière ce nom de marque, derrière ce signifiant. Tout le savoir-faire, en fait, et en fait, qui est le signifié ici. Donc, il faut parvenir à ce que, dès lors qu'on pense à vous, donc dès lors que vos communautés, vos publics pensent à vous, votre marque soit synonyme d'un savoir-faire aussi indissociable que le recto et verso d'une toile, comme je disais tout à l'heure. Et dans ce but, les relations publiques, là, c'est vraiment un excellent levier. Florian ? Moi, je recommande d'intégrer le knowledge graph avec vos marques, et vos produits, si possible. Vos principaux auteurs aussi, si vous faites du contenu, s'ils sont de véritables experts, pour que la marque soit reconnue par Google. Ainsi, vous maximisez vos chances d'apparaître en tête des classements.
Ouais, moi, je suis complètement d'accord avec ça. Et j'aime beaucoup d'ailleurs l'analogie qu'a faite Elder avec le signifiant et le signifié. Je pense que ça résume, c'est complètement adapté à la situation et ça explique tout à fait l'importance de la place du knowledge graph pour une marque et le fait de l'intégrer. Et d'ailleurs, en complément de ce que vient de dire Florian, je dirais qu'il faut utiliser les données structurées pour contextualiser le contenu. Est-ce qu'il s'agit de recettes, d'articles news, de produits ? De quel produit ? Quel type de produit ? En utilisant les balises sémantiques à l'aide des données structurées, vous aidez Google et Bing à comprendre vos contenus, leur contexte d'utilisation, et donc vous favorisez votre apparition dans les classements pour les recherches associées. Et puis, on pourrait dire aussi aux auditeurs, pour boucler la boucle, qu'il faut soigner plus que jamais, c'est un vrai sujet de 2021, l'expérience d'achat avec votre marque. Pour rester concret, la réputation de votre marque, matérialisée par les avis, l'évaluation de votre marque faite par ses utilisateurs. C'est un peu le Saint Graal en 2021. D'ailleurs, Google a lancé une offensive du côté des avis clients, ça c'est tout récent aussi, avec un algorithme censé trier le bon grain de livret, puisqu'il y a là aussi un terrain de manipulation pour les spammers. Les articles de presse aussi qui peuvent se positionner dans le top 10 ou tout autre SERP. Exactement, on a même vu d'ailleurs des tests où Google dans les SERP rapprochait des listings produits avec des reviews, des tests parus dans les médias. Absolument. Ouais, tout à fait, donc on voit bien qu'il est capable d'aller les chercher déjà. Puis il y a les critères d'engagement de l'utilisateur avec le résultat présenté par Google lors de la Search Experience. C'est-à-dire que vous devez obtenir le premier clic et garder l'utilisateur, ou au moins un clic long avant que l'utilisateur ne reparte, et sinon être le dernier clic lors de la Search Experience. Et là on touche au cœur de l'expérience utilisateur, qui est le sujet des années à venir pour le SEO. On pourra faire un autre webcast sur le sujet. C'est noté, on le fera. Voilà. En tout cas, c'est intéressant de constater comment Google va désormais bien au-delà du lien pour évaluer la satisfaction d'une expérience de recherche, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Voilà. Eh bien, merci messieurs pour ce point très complet, malgré des conditions particulières. Merci Florian, malgré tes 7 heures de décalage horaire avec Mulhouse. Merci Kevin. Tu t'en es bien sorti. C'est la fin du coup de ce webcast. On vous l'a dit en début d'émission, mais n'hésitez pas à réagir sur les réseaux. On est présent alors sur LinkedIn, sur la page de WAM Référencement, également sur Twitter, 2 comptes, le compte de WAM Référencement @WAMREF et le compte du WAMcast @lewamcast. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cette émission et toutes les anciennes sur le site de wam-référencement.fr. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro autour du SEO. Salut.